basé le Technocentre à Londres, à Paris, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Amman en Jordanie, puisque nous produisons de l'innovation pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Je vais essayer de vous parler un petit peu du changement de paradigme. Ça a déjà été abordé par Madame Briamant. Hier, je déjeunais avec un fabricant de plateformes d'objets connectés américain qui me disait, et alors il travaille surtout sur le smart home, la maison connectée. Il me disait, tout le monde s'en fout d'avoir une smart home. C'est pas ça le sujet, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Par contre, ce qui intéresse les gens, c'est d'être en sécurité chez eux. C'est de faire des économies sur leur énergie. Voilà, ce sont des cas d'usage. Ça intéresse les gens. Et le fait d'avoir une smart home, honnêtement, ça n'intéresse pas grand monde, à part quelques technophiles, dont je fais partie, mais c'est plus de l'ordre du gadget. J'ai également mentionné que je fais partie d'un think tank qui s'appelle l'Institut G9+, qui fédère les anciens des grandes écoles et grandes universités françaises, qui produit un peu de jus de cerveau gratuitement. Vous pouvez télécharger ces documents. Et j'ai coordonné la rédaction des derniers livres blancs. Donc, je vous ai mis, c'est en tout petit en haut, mais vous pouvez les télécharger sur Internet. Donc il y a 2 ans, nous avons fait un livre blanc sur les objets connectés, l'année dernière sur le Big Data, enfin cette année, ça passe vite. Et puis là, à l'heure où je vous parle, on est en train de rédiger un livre qui s'appellera 2017, 100 idées pour une France numérique. Parce qu'on est assez convaincu que comme les politiques sont en manque d'inspiration, le numérique devrait pouvoir résoudre beaucoup de leurs problèmes, beaucoup des problèmes de la société française. Et pour faire ça, on a interrogé tout le monde, sauf les politiques. Ceci étant dit, alors comment je passe les slides, voilà. Donc l'Internet des objets, la nouvelle frontière, disruption is the new normal. Vous savez aujourd'hui que pour faire de l'innovation, il faut disrupter. Si on parle d'ubérisation massive, et tout ça n'est pas une mode, et vous allez voir pourquoi. Ici, je vous ai mis, pour vous imaginer cette disruption, 2 phénomènes qui se passent cette année. Le premier, c'est pas la peine de vous casser les yeux, je vais vous le commenter. Ici, vous avez les gens qui sont comme nous, les adultes. Alors, ils sont dans la banlieue parisienne, ils sont de l'autre côté de la Manche, à Londres. Et alors, ces adultes, on leur a demandé comment vous communiquez. Mais ils communiquent encore à plus de 50% avec les bons vieux emails, et puis avec les téléphones, les appels téléphoniques classiques. Et le reste de leur communication, c'est les réseaux sociaux et les applis de messaging enrichis que vous connaissez. Et alors leurs enfants, c'est-à-dire une demi-génération plus tard, 12-15 ans, moi j'ai ce genre de spécimen à la maison, j'imagine que beaucoup d'entre vous ici aussi, n'utilisent plus du tout les emails, et alors plus du tout le téléphone classique, l'appel téléphonique classique. Et donc j'ai vérifié ça avec mon fils de 12 ans, c'est-à-dire que les seuls mails qu'il reçoit viennent de moi, et il les lit une fois tous les 15 jours pour me faire plaisir. Et alors quand il parle à l'arrière de la voiture, je lui dis bah, tu vois, tu téléphones toi aussi. Il dit non, je suis en train de parler à Siri qui est en train de traduire mon message en texte. Voilà, donc j'avais tout faux. Et alors eux, ils sont massivement sur les réseaux sociaux et sur les applis de messagerie enrichis. Deuxième disruption qui se passe cette année, donc c'est le smartphone qui est devenu le premier écran au monde, avec 2h40 d'utilisation. Ça, c'est une statistique des 30 pays les plus industrialisés. En gros, ceux qui ont les moyens de s'acheter des smartphones, si on fait court. Et la télé est en perte de vitesse totale, en chute libre. Elle se délinéarise massivement. Et donc, si vous voulez avoir une stratégie auprès de vos clients, il faut considérer que le premier écran de l'humanité en mesure de consommer, il est là. Et il se développe massivement via des apps. 80% du temps passé sur l'écran de smartphone, qui est devenu le premier écran au monde, et sur des apps, ça veut dire que le surf sur l'internet mobile a été laminé par les applications. C'est assez intéressant, ça se passe extrêmement rapidement. Et donc, Michel Lévy-Provençal, qui est un bon ami, reprend les propos de Jacques Monod qui disait, alors lui il était prix Nobel de médecine, donc c'est pas un idiot, et il disait à l'époque où il était prix Nobel, la taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais qu'on puisse modifier le génome. À l'heure où je vous parle, ça a été fait, c'est-à-dire que ce qu'il imaginait pouvoir être fait dans 5 siècles a été fait quelques dizaines d'années plus tard. C'est ça la disruption, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'exponentiel d'innovation, et donc ce qu'on imagine impossible aujourd'hui pour plusieurs centaines d'années va pouvoir se produire en quelques années.
Pour éviter l'ubérisation, eh bien, il faut se bouger, il faut imaginer ce qui va venir nous impacter. Une étude de InnoSight montre que 75% des entreprises qui composent le Standard & Poor's 500 disparaîtront d'ici 2027. C'est considérable quand vous considérez que le CAC 40 est d'une stabilité absolue depuis des années et des années. Vous imaginez à quel point on a un petit sujet en Europe et en particulier en France. Alors Google a fait un travail formidable. Ils ont scanné en gros toute la littérature de l'humanité. Et donc si vous faites du big data pour les nuls, c'est-à-dire si vous prenez des mots-clés et que vous regardez les itérations de ces mots dans la littérature mondiale sur des années et des siècles, ben vous apercevez que par exemple le chemin de fer a connu son hype période aux alentours du début du XXe siècle, en 1920-1930, et ça se retrouve statistiquement dans la littérature. Si vous regardez la même chose avec l'acier, ben vous retrouvez les grandes l'âge d'or de l'acier. Vous faites pareil avec l'ordinateur, vous voyez que la période de disruption de l'ordinateur est beaucoup plus rapide, la commoditisation arrive très vite, elle est très forte, elle est très instantanée. Si vous faites pareil avec le software, qui était Software is Eating the World, qui était quand même la technologie qui s'est emparée de la valeur dans tous les secteurs économiques sur une quinzaine d'années, vous voyez que de la même manière c'est très rapide. Et donc la question d'après, c'est quelles sont les vagues qui arrivent. Et les vagues qui arrivent précisément, c'est celle de l'Internet des objets et du Big Data, puisque à 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, enfin dans moins de 5 ans, on est bientôt en 2016, 50% des données mondiales de l'humanité seront générées par des objets connectés, en partant de pratiquement pas grand-chose aujourd'hui. Sachant que ces données-là, tous les 14 mois, elles doublent. Donc vous avez des données mondiales générées qui doublent tous les 14 mois et qui vont être générées à plus de 50% par les objets dans un peu plus de 4 ans. Donc la vague des objets connectés est massive. On est passé d'un Internet des PC et des Mac à un Internet des smartphones, premier écran, et on arrive sur un Internet des objets. On va pouvoir manipuler le réel et faire des mash-ups, des croisements entre des services gérés soit par une intelligence humaine, soit par une intelligence artificielle, et des objets dans le réel. C'est ça le grand changement amené par les objets. Encore une fois, l'objet en tant que tel est un gadget absolu. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'interaction entre l'intelligence et le réel. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous donc le smartphone, le premier écran du monde dans votre poche. Ça a la puissance d'un supercalculateur des années 90, un Cray 2. À l'époque, moi quand j'étais en école d'ingénieur, à cette époque, on avait un Cray 2, il occupait tout le rez-de-chaussée de l'école. Il a été loué des dizaines de milliers de francs à l'époque, l'heure, pour faire des calculs. Donc vous multipliez la puissance de ce Cray 2 par le fait qu'aujourd'hui, vous êtes en interaction ubiquitaire avec votre réseau social à tout moment, avec de la 4G, avec de la fibre, avec des sensors, des connecteurs qui peuvent mesurer la vitesse, la température, absolument toutes les variables de l'écosystème vivant, pour moins de 1 euro. Pour moins de 1 euro, vous avez un thermomètre. Pour moins de 1 euro, vous avez un accéléromètre. Pour moins de 1 euro, vous avez un Wi-Fi, un Bluetooth, un processeur. C'est-à-dire que pour une somme de sensors, de capteurs qui valent moins de 1 euro, vous pouvez construire un objet connecté d'une complexité inouïe. Vous multipliez ça par la puissance de votre Cray 2 portatif, ce que vous avez dans la poche tous les jours, et vous arrivez à une infinité d'opportunités d'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stress des entrepreneurs, c'est pas de trouver une idée, c'est de trouver une équipe pour exécuter au mieux une des 1000 idées disponibles, parce qu'il y a une infinité de possibilités pour créer, pour innover. C'est pour ça qu'on rentre dans l'ère des entrepreneurs, dans l'ère des petites entreprises. À 4 dans un garage bien formé, vous pouvez disrupter des géants qui sont là depuis longtemps et qui ne pensent pas à vous, et qui par contre, pour ceux qui ont compris ce qui est en train d'arriver, sont en train de regarder comment ils vont pouvoir investir en early stage rapidement pour innover par le biais de ces nouvelles sociétés très agiles, très intelligentes et très peu consommatrices de capacités humaines.
Voilà, et donc dans la pyramide de Maslow, on a rajouté le Wi-Fi et la batterie, puisque c'est comme ça qui est important aujourd'hui dans la vie, parce que sans ça, on est mort. Voilà, donc ça je vais passer rapidement, on n'a pas le temps. Mais en gros, la disruption, elle passe par l'IP, l'open source, les API standards, ces connecteurs informatiques qui vous permettent de connecter votre innovation à l'innovation des tiers, 1 plus 1 égale 3. La virtualisation des équipements, la distribution OTT. Il y a 1 an et 2 mois, pour la première fois, des amis... alors j'ai lancé Startup Weekend en France avec des amis en 2009. Et puis ça s'est déployé, ça venait des États-Unis, c'est déployé dans 220 pays dans le monde, c'est-à-dire partout. Ces amis qui ont continué dans le monde des startups, moi je suis resté dans mon grand groupe, ont réussi à lever l'année dernière pour la première fois depuis leur bureau parisien quelques millions de dollars via des plateformes de crowdfunding. Ça c'est incroyable. Donc vous multipliez la multiplication que je vous ai mis tout à l'heure, plus la capacité de lever de l'argent sans quitter sa localisation via ces plateformes, et vous voyez la puissance que vous pouvez générer. Donc Square dans le paiement, Dropbox dans le stockage, Uber, on n'en parle plus, Airbnb qui fait peur aux hôtels, Twilio qui est le leader mondial des API. Toutes ces sociétés sont parties à 3-4 personnes, parfois 2, ont disrupté leur domaine violemment. Et puis pour nous, opérateurs de télécom, Skype et WhatsApp qui génèrent plus d'interactions que la somme des SMS de tous les opérateurs du monde, c'est fait en quelques années. Donc ça, si vous voulez être partie prenante de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est des modèles qui sont passés de 0 utilisateur à plusieurs centaines de millions d'utilisateurs en quelques mois. Il faut investir en early stage. Donc voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. L'Internet des objets, 24 heures connectées. Je vous ai ramené le meilleur de ce que j'ai vu au CES à Las Vegas, au Mobile World Congress à Barcelone ou à l'IFA à Berlin. C'est les seules manifestations auxquelles je vais, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc on pourrait faire ça sur une chanson de Claude François, mais comme je suis un piètre chanteur, je ne vais pas vous l'imposer. Mais vous allez vous la chanter dans votre tête. Je me lève, et donc vous pouvez vous lever avec des lampes qui s'adaptent à votre sommeil, parce qu'elles savent quand est-ce qu'il faut vous réveiller, avec quelle intensité, avec quelle douceur, avec quelle musique ou avec quelle intensité lumineuse, soit via un bracelet, soit via des capteurs qui sont dans votre lit directement. Je bois mon café. Alors ça, c'est une machine à café qui est intéressante parce qu'elle est capable de vous servir plus de 220 cafés différents que vous pouvez programmer sur votre smartphone. Vous lui envoyez le café que vous souhaitez et elle va le faire pour vous. C'est assez bluffant. Je suis en retard comme d'habitude, mais non, vous n'êtes plus en retard puisque vous avez votre montre connectée. Alors peut-être que Apple a pas rencontré le succès qu'ils espéraient, mais enfin je peux vous assurer que l'iWatch ça cartonne quand même sévèrement, puisque nous on voit quand même des tractions extraordinaires sur l'écosystème de l'iWatch. Le seul défaut de cette iWatch finalement c'est son autonomie 24 heures qui est pas terrible. La Pebble qui a été crowdfundée et qui a été vendue uniquement via Kickstarter, 10 millions levés pour la Pebble One, c'est l'équivalent de l'iWatch, mais elle tient 5 à 7 jours. 20 millions sur la deuxième version est quand même intéressante, donc nul doute qu'Apple va arriver à tenir quelques jours d'autonomie, et à ce moment-là, vous aurez tous votre watch. Pourquoi ? Parce que finalement, ce Credo portatif, il est super puissant, enfin, il est super grand, alors il est très pratique pour regarder un film, pour regarder des slides, mais enfin quand vous voulez aller courir, quand vous voulez être tranquille au restaurant ou ailleurs, vous n'avez pas besoin de votre Credo portatif, vous avez besoin de ça. Et je peux vous assurer que les use cases qu'on est en train d'inventer là-dessus sont juste phénoménaux. Et de la même manière qu'on s'est dit un jour le smartphone ne pourra jamais remplacer le PC, de fait, vous observez vous-même que vous utilisez de moins en moins votre PC pour lire vos mails, pour interagir. Eh bien, vous verrez, vous finirez par fonctionner très très bien avec la Watch, parce que le design, qui est au cœur de l'innovation mondiale aujourd'hui, moi, les seuls profils externes que je recrute depuis 2 ans, ce sont des designers, parce que c'est tellement au cœur de l'innovation et du parcours client pour fluidifier, simplifier. Vous allez voir que même avec un écran de cette taille, d'ailleurs c'est pas tellement l'écran qui sera important puisque vous interagirez avec votre montre par la voix, vous allez pouvoir faire des choses extraordinairement plus compliquées que ce qu'on pouvait faire initialement avec un PC.
Je prends la voiture, et donc votre voiture qui sera forcément autonome dans pas longtemps. Carlos Ghosn a dit qu'il y aurait des voitures autonomes sur le périph' à Paris dans quelques années, dans moins de 3 ans. Moi j'ai pris le pari parce que comme je fais 1 heure de voiture aller tous les jours, ça m'intéresse énormément de pouvoir faire autre chose que d'éviter de rentrer dans la voiture de devant. Je suis très intéressé. Alors nous chez Orange, on a lancé Orange Drive, qui est en FUT actuellement, Friendly User Test, et qui vous permet de garder vos 2 mains sur le volant de votre voiture, d'interagir avec votre radio, vos messages, votre communauté en toute sécurité, puisque quand même le grand problème de la voiture, c'est que il y a 1,2 million de morts par an. Donc imaginez une voiture connectée qui vous permette de gagner potentiellement 1,2 million de vies par an. C'est un sujet de société extraordinaire, un challenge phénoménal, et 15% du temps de travail des actifs, ça représente un produit intérieur brut à l'échelle mondiale tout à fait considérable, et donc on va y aller très vite. Ça c'est sympa, je voulais ramener juste pour le fun, mais vous pouvez contrôler votre skate avec votre cerveau, donc ça c'est le tout début. Donc aujourd'hui, moi j'ai testé ça à Vegas, donc je me suis baladé dans le parc comme le gars qui est là avec le truc sur la tête. Enfin demain on pourra faire probablement d'autres choses, c'est assez bluffant. Et puis quand vous travaillez, votre ceinture s'adapte automatiquement à votre tour de taille quand vous revenez du restaurant ou d'entreprise, et puis votre coussin d'Arma vous repositionne correctement pour que votre digestion se passe au mieux et que vous soyez plus efficace. On a lancé chez Orange en collaboration avec une start-up américaine de San Francisco ce petit robot. C'est un iPad sur roulette qui est très intéressant parce que quand vous êtes handicapé ou quand vous êtes malade et que vous voulez participer physiquement à une réunion mais sans y être, eh bien vous décrochez ce petit robot qui s'appelle Ubi, qui est sur l'étage de la salle de réunion que vous voulez joindre, et puis vous y allez. C'est 4 touches pour le contrôler, c'est avant, arrière, droite, gauche. Même un moment il est arrivé, et vous pouvez rentrer dans la salle de réunion, vous pouvez vous tourner, vous pouvez vous rapprocher des gens, vous pouvez avoir une aparté, c'est extraordinaire. Moi j'utilise ça au quotidien, et on va commercialiser ça dans les grandes boutiques Orange cette année. Alors les robots, il va y en avoir partout, à l'hôpital, pour traîner vos clubs de golf, pour contrôler que vous avez bien payé votre stationnement, ou pour vous livrer un repas à l'hôtel. Et puis évidemment, dans le travail, vous aurez des lunettes de réalité augmentée qui vous permettront de diagnostiquer ou de relever des compteurs et surtout de diagnostiquer des pannes, puisque les compteurs peuvent être relevés par des robots. Diagnostiquer des pannes, ça permet à un technicien d'intervention. Moi, j'ai managé des techniciens d'intervention dans ma carrière. C'est un métier d'une complexité forte, puisque vous êtes un enquêteur en fait. Vous cherchez où est la panne, donc vous faites une enquête. Donc, vous avez plusieurs possibilités, et puis vous n'avez pas les compétences sur tous les systèmes, notamment les DSLAM, etc. dans les télécoms et dans les centres télécoms. Mais vous allez pouvoir être aidé par un expert qui va voir en temps réel ce que vous voyez et vous dire, moi j'ai l'expertise sur ce matériel, toi tu ne le connais pas, tu le rencontres une fois par an, je vais t'aider à résoudre le problème. Ça va pouvoir se faire en temps réel, c'est tout à fait intéressant pour l'industrie. On parle de smart industrie, comme smart home, tout est smart maintenant. Voilà, nous sommes devenus smart. Et puis vous allez pouvoir, puisque vous êtes smart, vérifier que ce que vous mangez est de bonne qualité, quel est le taux de pesticides dans la pêche dans laquelle vous allez croquer. C'est intéressant, c'est un peu anxiogène, mais enfin c'est intéressant. Donc vous avez un scanner qui vous permet de faire ça, ou votre mug connecté qui va vous dire le taux de caféine présent dans la boisson que vous allez ingérer. Et puis vous repartez en vélo parce que vous êtes smart et vous êtes sportif, vous voulez vérifier vos performances, les comparer avec vos amis. Et puis tout ça est gamifié, pareil pour la brosse à dents connectée, c'est gamifié. Mon copain Thomas Serval qui a lancé sa brosse à dents connectée, ça marche à fond parce que les enfants, et nous sommes des grands enfants, aiment beaucoup s'amuser, se comparer, se challenger, et c'est quand même beaucoup plus fun que de le faire différemment. Et puis un des grands problèmes du siècle, c'est quand même la qualité du sommeil. Nous dormons de moins en moins, avec une qualité variable. Nous avons des problèmes de récupération, de concentration au travail. Le zapping d'ailleurs entre les activités, les devices n'aide en rien à la concentration. Et donc,
Il y a des sociétés très intéressantes, je vous conseille en particulier Dream, qui est une société française, probablement une des startups les plus douées que je connaisse à l'heure actuelle en France, qui travaille avec des docteurs experts des hôpitaux de Paris sur la qualité du sommeil, qui va vous permettre, via un appareil qui se met sur la tête, comment on appelle ça, enfin vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler, c'est pas un bracelet mais c'est un équivalent pour la tête, un serre-tête, de contrôler la qualité de votre sommeil et de vous envoyer des impulsions pour réguler votre sommeil, vous faire tomber dans un sommeil profond très rapidement, vous réveiller au bon moment. Je pense que ça va cartonner. C'est techniquement extrêmement complexe, mais tout à fait salutaire. Et puis évidemment, vous allez faire du shopping pour vous détendre, et vous allez interagir avec les objets, avec les lieux dans lesquels vous allez faire des shopping, avec une personnalisation qui va s'adresser donc à vous et pas à monsieur ou madame tout le monde, et via des beacons. On a lancé ça chez Orange. En ce moment, le gars chez moi qui a lancé ça, Orange Beacon, il est assailli de sollicitations. C'est un carton total. La capacité d'interagir, le beacon, c'est une balise connectée qui vous permet d'interagir avec tous les smartphones à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, avec des interactions diverses et variées. Et puis vous ferez livrer vos pizzas par drone. Et évidemment, c'est un peu comme le paiement sur Internet. Je me souviens, il y a 18 ans, quand on commençait à payer sur Internet, la plupart, une bonne partie de mes amis me disaient « mais non, moi vivant, jamais je ne paierai sur Internet ». Alors vous avez pareil pour les drones, ça n'arrivera jamais. Et donc, lorsque vous entendez « ça n'arrivera jamais », c'est probablement une certitude que ça va venir. Et donc, en Chine, là, ils ont libéré des routes pour les drones, et aux États-Unis, la législation est en train de définir des routes aériennes, évidemment à un niveau très différent des avions, pour permettre aux drones commerciaux de trafiquer. Alors, vous rentrez enfin à la maison, et donc chez Orange, nous avons lancé Home Live, qui est la maison connectée, le Smart Home, qui vous permet donc de contrôler qui est chez vous, d'avoir un certain nombre de notifications sur votre consommation d'électricité, sur la fumée. Vous savez que c'est obligatoire maintenant, les détecteurs de fumée. Vous faites gérer ça par Home Live. Les fuites d'eau, les contacteurs de porte, tout type d'interaction que vous souhaitez automatiser à la maison. Voilà, nous chez Orange, on a un positionnement différencié sur les objets connectés, puisque contrairement à tous ceux que vous avez cités, madame, qui sont évidemment dans l'inconscient collectif de tout le monde, les GAFA, les Apple, Microsoft, Google, Facebook, et puis Samsung, LG, qui sont en train d'ailleurs de se battre avec les Chinois, les Coréens du Sud sont en train de perdre de la vitesse maintenant, et les Chinois arrivent fortement, les Huawei notamment. Bien, nous avons un positionnement donc vis-à-vis des constructeurs. Nous, on n'est pas des concurrents parce qu'on utilise ce qu'ils fabriquent, les objets, les smartphones, on les vend. Mais enfin, notre métier, c'est quand même de faire du réseau de l'infrastructure. Par contre, vis-à-vis des GAFA, les Google, Facebook, Amazon, là, on est clairement concurrents. Et nous, notre positionnement chez Orange, c'est de dire on prend nos clients comme des citoyens, avant tout. Et ce qui est important, vous l'avez très bien mentionné, c'est la montée en puissance de la préoccupation sur les données privées, la privacy en anglais. Tout le monde maintenant, je crois qu'il y a une prise de conscience de masse de l'importance de ces données personnelles et du fait qu'elles ont une valeur extrêmement forte, et que on refuse, nous, citoyens, avant d'être des consommateurs, nous sommes des citoyens, de marchandiser à tout crin, soi-disant gratuitement, ces données personnelles qui sont finalement très personnelles. C'est comme le pensée du s'est marqué dessus. Et donc, cette valeur-là, si vous voulez, quand vous cliquez sur des conditions générales de vente de 35 pages en police 5 de Google, et j'ai rien contre Google, mais enfin, vous avez le choix entre oui et oui, donc vous cliquez sur oui, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous ne savez pas, et j'ai rédigé quelques articles là-dessus dans le cadre des think tanks,
en fait, ils utilisent vraiment vos données. C'est-à-dire, ils utilisent vos conversations, vos messages vocaux, vos SMS, vos mails et l'intégralité des contenus de données personnelles à l'insu de votre plein gré. Et donc ça, c'est un choix, je pense, de société dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est détendu? Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui le sont. Et il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas du tout. Moi, j'en fais partie. Peut-être je suis un peu old school là-dessus, mais je pense que ça a quand même de la valeur et qu'il faut avoir une approche responsable. Donc le marketing d'Orange, il est différencié là-dessus. Et notre PDG, Stéphane Richard, il s'est engagé très tôt. BMW, par exemple, refuse de partager les données de ses voitures connectées avec les entreprises IT et les agences. Samsung, vous ne savez pas, vous avez probablement une télé Samsung chez vous. C'est le premier fabricant de télé au monde. Ben, ils ont des clauses dans leurs utilisations qui leur permettent de vous filmer et de vous écouter toute la journée. Vous ne le savez pas, vous l'avez pourtant chez vous. Apple et Google s'engagent sur la donnée des étudiants, mais pas quand on n'est plus étudiant. C'est quand même étonnant. Et puis, nous, Stéphane Richard était le premier à signer une charte sur la sécurité.